Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus à cette conférence organisée par le Cercle du Bon Sens. Je remplace Anna Glishkina qui n'a pas pu venir ce soir et qui m'a demandé d'introduire cette conférence. Alors le Cercle intellectuel et culturel franco-russe, le Cercle du Bon Sens pour ceux qui ne le connaissent pas, se veut être une plateforme de rencontres, d'échanges et de débats sur des sujets métapolitiques, philosophiques et culturels. Ce n'est pas une organisation politique. Alors ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir François Bousquet. Donc, bonsoir monsieur, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Donc, vous êtes journaliste, politologue, rédacteur en chef de la revue Éléments depuis septembre 2017. Et votre dernier ouvrage s'intitule La droite missionnaire, tout ce que Patrick Buisson n'a pas encore dit, pardon. Vous allez nous le présenter tout à l'heure. Alors, mesdames et messieurs, avant que la conférence ne commence, je tiens à rappeler que le Cercle du Bon Sens ne poursuit pas de but lucratif et l'entrée est libre, mais vous pouvez néanmoins laisser vos dons dans une boîte au fond de la salle, et ça c'était fait donc auprès de Paul, donc juste à côté de la porte. Voilà, donc il ne me reste plus qu'une question à vous poser. La droite et la gauche française sont-elles finies? Oui. Je vous laisse la parole. Ouais, merci à vous. Oui. C'est le sujet qu'on a délimité avec Anna. Donc la droite et la gauche sont-elles finies? Alors comme il a été dit, je m'occupe avec Pascal Esséric de la revue Éléments. Et à la revue Éléments, on est assez partagé sur la question du clivage droite-gauche. La principale signature, au fond, et la principale autorité intellectuelle de la revue, c'est Alain de Benoît. Et Alain de Benoît a sorti il y a un an un livre très intéressant qui s'appelle Le moment populiste, sous-titré Droite-gauche, c'est fini. Et la thèse de Benoît, c'est qu'au clivage horizontal, donc le clivage de la droite et de la gauche, donc un clivage horizontal, c'est substitué à un clivage vertical, le peuple contre les élites. Mais il se trouve qu'à Éléments, c'est une revue pluraliste, et c'est une plurielle en tout cas, et ça n'est pas tout à fait la lecture. Le livre de Benoît est génial, la question n'est pas là, et la thèse est géniale, mais elle se heurte aux apories du populisme, sur lesquels je reviendrai dans le courant de la conférence. Et moi, je crois que ce clivage est appelé à perdurer parce qu'il structure profondément l'imaginaire collectif. Alors comment je vais dérouler cette intervention? Je vais d'abord essayer de délimiter ces notions de droite et gauche qui sont très problématiques, et à propos desquelles aucun historien n'a pu donner une définition consensuelle qui fasse unanimité et encore moins une définition scientifique. Donc essayer de délimiter le pourtour et puis après vous expliquer pourquoi, à mon sens, ce clivage reste indépassable, en tout cas dans le contexte démocratique. Alors essayons de définir ce sujet. Alors ce sujet est quasiment indéfinissable. Jacques Julliard, qui a écrit une magnifique histoire des gauches françaises, a sorti de Vie parallèle à la Plutarque de magnifiques portraits, vraiment, que je vous recommande, c'est-à-dire de Clémenceau et Jaurès, c'est-à-dire de Mitterrand et Rocard, enfin. Donc vraiment à la Plutarque, et le style est porté par un style superbe, cite toujours cette phrase de Saint-Augustin tirée des Confessions de Saint-Augustin, de son chapitre sur le temps en particulier. Et Saint-Augustin disait lorsqu'on ne me demande pas ce que c'est que le temps, je sais ce que c'est que le temps. Mais dès lors qu'on me demande de le définir le temps, je ne sais plus ce que c'est que le temps. Et le sujet qui nous réunit ce soir pose les mêmes problèmes et les mêmes impasses. Comment définir la droite et la gauche? Alors en fait, il y a trois grandes méthodes qui nous permettent de délimiter le sujet. Ces trois grandes méthodes, je vais vous les exposer brièvement. Je leur donne des noms savants, mais en réalité, vous les connaissez tous. C'est la première de ces méthodes, c'est la méthode qui est dite fonctionnaliste, en fait. Et la question du fonctionnalisme, c'est Marcel Gauchet qui en a livré la définition la plus géniale dans les lieux de mémoire dirigés par Pierre Nora, c'est-à-dire c'est une définition fonctionnelle, fonctionnaliste, instrumentale ou si vous préférez procédurale. C'est que au départ la droite et la gauche, ça n'est jamais que des indicateurs spatiaux. En 1789, lors du veto royal, les membres du haut clergé et de la noblesse se sont naturellement mis à la droite du président de la Constituante, puisque la préséance sous l'Ancien Régime réservait à la droite les places d'honneur. Du reste, le royaume des cieux, seuls seront sauvés ceux qui sont à droite. Et c'est comme ça que naît le clivage. Il va mettre à peu près un siècle à s'institutionnaliser, à s'imposer dans l'imaginaire collectif, mais disons que les jalons sont posés au départ. Mais la démocratie, objectivement et structurellement, la forme démocratie s'inscrit dans cette notion de clivage droite-gauche. C'est que la démocratie met aux prises au moins deux ennemis symétriques, 3, 4 si on veut, mais en dernière analyse, c'est deux ennemis symétriques. Donc ça veut dire que, c'est pour ça qu'on parle de méthode fonctionnaliste, c'est que le clivage droite-gauche est inscrit
dans la forme même dans la nature même de la démocratie, procéduralement, qui met aux prises une droite et une gauche, une majorité et une opposition, à charge pour les électeurs de trancher, d'arbitrer en dernier ressort. Donc, le fait que cette thèse soit inscrite dans la forme objective de la démocratie la rend plus ou moins indépassable. En tout cas, peut-être que la condition de l'animal démocratique ne peut pas ne pas s'appuyer sur ce clivage-là. Donc s'imaginer comme par Alain de Benoît ou d'autres, parce qu'en réalité, ça fait depuis 70 ans qu'on fantasme, le mot est peut-être un peu fort, mais qu'on aspire au dépassement du clivage droite-gauche. Peut-être que vous connaissez ce mot d'Ortega y Gasset, qui est l'auteur de La Révolte des masses, qui a été un des best-sellers de l'entre-deux-guerres et qui était un conservateur, un libéral conservateur espagnol. Et il disait que professer des idées de droite ou de gauche, c'est professer une forme d'hémiplégie. Mais cette forme d'hémiplégie est inscrite dans la forme même de la démocratie. C'est tout le dilemme de la démocratie. Et en réalité, le clivage constitue et organise la démocratie. Donc s'imaginer qu'on pourra le dépasser, c'est d'un point de vue procédural à peu près impossible. La deuxième manière d'appréhender le clivage droite-gauche, c'est la manière la plus couramment partagée, c'est la méthode employée par la plupart des historiens des idées. Donc on peut l'appeler cette méthode-là, c'est une méthode qui est contextuelle, donc elle remet toujours dans son contexte les notions de clivage droite et gauche, et c'est droite au pluriel et gauche au pluriel. Et donc, c'est une méthode historiciste. Donc, on a vu une méthode fonctionnaliste. Maintenant, c'est la méthode historiciste qui est la plus communément partagée. Et les historiens, non sans raison, les historiens font valoir que, depuis 2 siècles, que ce clivage existe. En fait, ce clivage s'est cristallisé surtout autour de l'affaire Dreyfus, mais il traverse malgré tout le 19e siècle. Au 19e siècle, même, il a une virulence qui va s'estomper au 20e, parce qu'au 19e siècle, on parle assez peu de droite et de gauche, sinon dans les chambres, c'est-à-dire on a un usage lexical parlementaire du clivage droite-gauche au 19e. Mais au 19e, ce qui se met aux prises, c'est les blancs et les rouges. Et les blancs et les rouges, c'est autrement plus virulent. C'est ce qu'on a appelé la guerre des drapeaux. Et la guerre des drapeaux, comme les guerres de religion, sur le plan des symboles, donc des identifications des gens qui se revendiquent du côté blanc ou du côté rouge, évidemment, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus suggestif, beaucoup plus parlant, quoi. Donc ce clivage s'inscrit, j'insiste là-dessus, s'inscrit quand même dans la durée post-révolutionnaire. Et donc les historiens font valoir que ce contenu ne s'est jamais stabilisé, en fait. Il n'y a jamais eu une droite ou des droites immuables, il n'y a jamais eu une gauche ou des gauches immuables, et on s'appuie de manière habituelle sur un exemple quasi canonique désormais, c'est la question de la nation, ou du nationalisme. On parlait de la nation. En 1789, la nation est à gauche. Un siècle plus tard, elle est à droite. Les soldats qui crient en l'an 2 vive Valmy, pardon, excusez-moi, Jean Béguet, sont républicains et révolutionnaires. Un siècle plus tard, au moment de l'affaire Dreyfus, c'est ce qui est en train de devenir la droite, qui est nationaliste. Donc on a typiquement un exemple très parlant d'un basculement de droite vers la gauche, donc d'un chassé-croisé, en fait, d'une thématique qui était à gauche, née à gauche et qui s'est déportée à droite. Mais en sens inverse, le fédéralisme, l'idée fédérale, l'écologie. Enfin, l'écologie n'existait pas en soi, mais ce qu'on peut appeler une proto-écologie, en fait, donc chez les légitimistes, donc les gens qui procèdent de la contre-révolution, les royalistes, au fond, avaient une sensibilité dont on peut dire qu'elle est préécologique. Ils sont très sensibles à l'ordre naturel des choses. Ils pensent que les campagnes sont le conservatoire d'un ordre immuable. Il y a vraiment, on peut les lire comme des précurseurs ou des pionniers de l'écologie. Donc ces idées-là, au fond, sont plutôt à droite au XIXe siècle. Or, il se trouve qu'à partir des années 50, 60, 70, le régionalisme, le fédéralisme, l'écologisme bascule résolument à gauche. Ça devient marginal à droite. J'écarte par exemple la revue Éléments, mais on est vraiment à part dans cet univers-là. Donc il y a toujours un va-et-vient. Donc ce contenu est fluctuant. S'il est fluctuant, il ne peut donc qu'être relativisé. Donc c'est ça l'historicisme. Autre objection qu'apporte cette lecture, cette grille de lecture dite historiciste, donc qui contextualise en permanence la lecture et qui réactualise en permanence donc le contenu du clivage droite-gauche, c'est l'idée qu'il y a une pluralité des droites et qu'il y a une pluralité des gauches. Enfin, bref.
que ces droites et ces gauches sont plus souvent antagonistes, hein, que susceptibles de se solidariser ou de voter de faire des reports de voix sur un candidat qui appartiendra à leur famille, hein. Je parle de la droite, c'est un univers que je connais mieux, mais c'est pour vous montrer à quel point cette pluralité est problématique, hein. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un conservateur et un populiste? Dans l'absolu, il n'y a rien de commun entre un conservateur et un populiste, puisque le conservateur, en dernière analyse, hein, va toujours jouer les élites contre le peuple, hein. Et le populiste, en dernière analyse, va toujours jouer le peuple contre les élites. Comment accorder deux sensibilités qui semblent en apparence antagonistes? Il y a des moyens, mais c'est un autre débat. Qu'est-ce qui peut rapprocher un conservateur d'un réactionnaire? Vous verrez, dans le dernier numéro d'Éléments, on a fait un grand dossier sur le conservatisme, hein, la nouvelle vague du conservatisme. On s'est appuyé sur le dictionnaire qui vient de paraître aux éditions du Cerf, dirigé par Ouvillois, Boutin et Olivier Dard, hein. Et Boutin, entre autres, qui est professeur, je crois, à Caen, nous dit cette phrase que je trouve merveilleuse, c'est que le conservateur, aux yeux d'un réactionnaire, est un traître, hein, et le réactionnaire, aux yeux d'un conservateur, est un boulet. Et donc là, comment accorder le boulet et le traître? Difficile, hein. Pareillement du conservateur et du libéral. Comment accorder un conservateur et un libéral? Je sais bien qu'on parle souvent de libéral-conservatisme, mais en tout cas, sur le plan philosophique, on ne peut pas conjuguer l'un et l'autre, puisque le conservateur en appelle à la règle prudentielle, hein, qui est aussi vieille qu'Aristote, ce qu'on appelle aujourd'hui plus ou moins le principe de précaution, dès lors qu'il est question de remettre en cause l'ordre naturel des choses, par exemple les biotechnologies, là où le libéral, au contraire, à l'inverse, voit une entrave à la liberté d'entreprendre, hein. Donc comment accorder, quelle que soit la forme du libéralisme qu'on adopte? On peut adopter celle de Friedrich Hayek, qui est un des pères du libéralisme, et Friedrich Hayek est le théoricien de ce qu'il a appelé l'ordre spontané. C'est que dès qu'on crée un désordre dans une société, eh bien ce désordre se résorbe spontanément. Donc c'est ce que Hayek avait appelé l'ordre spontané, ou la main invisible, enfin si vous préférez. Mais un autre théoricien du capitalisme, quoique conservateur, Joseph Schumpeter, a théorisé ce qu'il a appelé, ce qui est le concept, moi je trouve le plus intéressant pour définir le libéralisme, la destruction créatrice, hein. C'est-à-dire que le libéralisme détruit l'ancien monde pour créer de la richesse dans un nouveau monde, hein. Donc comment accorder quelqu'un qui est attaché à la règle prudentielle, donc plutôt dans une lecture aristotélicienne, hein, le conservateur, avec le libéral? C'est problématique, hein. Et l'autre remarque qu'on peut formuler mais alors là pour le coup qui est très solide, hein, et qui est une objection de fond sur la relativisation du clivage droite-gauche, hein, c'est la question du centre, hein. C'est qu'on a un jeu, une équation à deux termes, la droite et la gauche, hein, et le centre introduit un élan, un mouvement dialectique, une synthèse dialectique. C'est qu'il y a une synthèse dans cette droite et cette gauche, c'est la question du centre. Et si on regarde bien l'histoire de la République, hein, donc principalement la troisième et la cinquième, de plus longue, hein, eh bien la troisième, rappelez-vous, on l'a significativement appelée la République du centre, en fait. C'était un centre, c'était des radicaux de gauche, un centre-gauche, certes, hein, qui s'est coagulé, en fait, dans l'anticléricalisme, donc il procédait de l'esprit des Lumières sur cette question-là. Pour autant, c'était une république du centre. Donc c'était grosso merdo, cette troisième république, hein, une république bourgeoise, hein. Et il y a le phénomène Macron, bien sûr. Le phénomène Macron, je fais une petite incise sur ce phénomène Macron, c'est que le phénomène Macron a fait voler en éclats le clivage droite-gauche, hein. Là pour le coup, c'est que la tentation qui traversait le paysage politique depuis 20 à 30 ans, depuis Jacques Delors en fait, depuis l'échec de Jacques Delors, hein, c'est la tentation du centre, hein, de créer en France, de transplanter en France le modèle des grandes coalitions à l'allemande, hein. Delors y a échoué, Raymond Barre avant lui y a échoué, et Macron y est parvenu. Donc vous connaissez la figure de Macron, c'est en même temps. Donc il est en même temps et de droite et de gauche, mais il y a du vrai dans cette formule, hein. Donc il a réussi à monter en France, hein, le grand rêve giscardien de 2 Français sur 3. Donc il se rallierait, en tout cas il y a 2 Français sur 3 au second tour, les Français qui ont voté, du moins, qui se rallieraient à cette vision donc, du dépassement du clivage droite-gauche, hein. Et en réalité, le centre, la gauche de la droite et la droite de la gauche, hein, ce que le Front National a appelé l'UMPS, hein, et qui était jusqu'à présent une figure de style, est devenu, c'est incarné dans la figure de Macron. Donc c'est l'objection la plus lourde, hein, qu'on puisse apporter, je crois, à la réalité, et la réalité dans la durée de la notion de la droite et de la gauche, hein. Donc voilà pour les 2 premières méthodes qui nous permettent de
délimiter les contours de notre sujet. Et la troisième méthode, qui est une méthode que j'adopte, qui est évidemment la plus problématique, hein, la plus périlleuse, disons, c'est qu'après le fonctionnalisme, c'est qu'après l'historicisme, eh bien, il y a une autre méthode, celle qui s'appelle, j'emploie un mot savant, mais comme ça frappe les esprits et ça montre à quel point ces trois méthodes s'articulent, s'opposent, hein. C'est l'essentialisme, hein. C'est-à-dire c'est essentialiser la notion de droite et de gauche, hein. Donc c'est-à-dire les prendre pour des catégories qui dépassent, qui soient pas seulement des catégories d'entendement politique, pardon, mais des catégories fondatrices, hein, du politique, hein. Donc c'est plutôt la lecture que j'adopte, hein. Je sais bien qu'aucune de ces trois, je sais bien qu'il n'y a pas d'idée platonicienne de la droite et de la gauche, hein. Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas des invariants comportementaux? Est-ce qu'il n'y a pas des invariants anthropologiques qu'on retrouve à droite et à gauche, hein, et qui jalonnent l'histoire européenne depuis dans la longue durée? Donc c'est plutôt la lecture que je fais. Et je m'appuie sur une image qui pourra vous sembler paradoxale, mais qui, je crois, ne l'est pas. Je suis très attaché à l'école française de sociologie, qui est la grande école d'Émile Durkheim, de Marcel Mauss, et même de Lévi-Brühl. Lévi-Brühl a été le grand théoricien de la pensée magique, hein. On l'a complètement oublié aujourd'hui. Et dans cette grande école de sociologie, qui a été vraiment un grand moment de la pensée européenne, hein, vraiment un très grand moment, il y a un sociologue qui malheureusement est mort dans les tranchées en 1915, qui s'appelle Robert Hertz, hein, et qui en 1909 a fait paraître un article qui a fait date, hein. Et cet article, il ne l'a pas consacré à la droite et à la gauche politique, il l'a consacré à la prééminence de la main droite, hein. C'est un long papier sur la prééminence de la main droite, hein. Et quel est le constat que font Mauss, Robert Hertz en particulier, qui a écrit l'article? C'est que dans toutes les sociétés traditionnelles, à quelques contre-exemples près, dans toutes les sociétés traditionnelles, il y a prééminence de la main droite sur la main gauche, hein. Dans toutes les sociétés traditionnelles, il y a une supériorité de fait, hein, de la droite, hein, sur la main gauche. La droite est surévaluée. C'est-à-dire qu'elle est associée à un idéal de noblesse, de dextérité, d'adresse, dextérité, donc dexter à la droite, hein, dextera à la droite, pardon, et à la droite du père, etc. Et à contrario, il y a une infériorisation de la main gauche, hein, dans quasiment toutes les sociétés, à tous les âges de l'humanité, jusqu'à la Révolution, jusqu'à l'âge démocratique, hein. Donc la main gauche est démonisée. Et il y a des résidus lexicaux de cette démonisation dans se lever du pied gauche, etc. Donc les augures négatives sont situées clairement à gauche, hein. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette... Comment expliquer cette prééminence, comment expliquer cette asymétrie dans... pardonnez-moi. Pourquoi expliquer cette asymétrie dans le traitement d'un organe qui a été si central dans le processus de dominisation, la main en l'occurrence, puisque la main, c'est la conquête de l'outil. Et c'est la main en particulier, la station debout, mais aussi la main qui vont nous permettre de devenir ce que nous sommes devenus. Pourquoi donc cette main droite et cette main gauche s'opposent-elles en dignité? Et alors la neurologie nous dit que cette dichotomie est inscrite dans l'organisation du cerveau, en fait, du système nerveux. Mais la dichotomie n'est pas très intéressante pour le sujet, la neurologie, pardon, pour le sujet qui nous intéresse, hein. Il vaut mieux suivre l'école française de sociologie, donc Durkheim, Mauss et Robert Hertz. Et si on suit leur raisonnement, que disent-ils? Que l'homme primitif, que l'homme religieux, je crois qu'on peut dire l'homme traditionnel, donc l'homme pré-démocratique, hein, qui était une créature essentiellement religieuse et communautaire, hein, était une créature qui était fortement polarisée, en fait, hein. Il obéissait à un dualisme qui le structurait, qui faisait de lui un homme, hein. C'est-à-dire ce dualisme se traduisait dans les oppositions binaires entre le jour et la nuit, entre le féminin et le masculin, entre le mal et le bien. Et c'est ce dualisme qui a fondé le religieux. Parce que le religieux, c'est deux choses, le religieux. C'est la croyance, hein. Mais la croyance, au fond, c'est peu de choses, puisque la croyance, ça ne se transmet pas. C'est une expérience individuelle, hein. Le religieux, donc, c'est d'abord le rite, hein. Le religieux, c'est ça, le religieux. Et le rite, c'est quoi? C'est on discrimine le pur de l'impur. Et donc, en discriminant le pur de l'impur, donc la main gauche, hein, qui est valorisée, la main droite, pardon, qui est valorisée, et la main gauche qui est dévalorisée, eh bien, les sociétés traditionnelles, donc j'insiste sur ce point-là, les sociétés pré-démocratiques, hein, et ces sociétés, elles tenaient sur deux piliers. Le premier pilier, c'est la religion, je viens d'en parler, et ensuite, c'est le fait communautaire. Donc, ces sociétés-là avaient tendance à privilégier la main droite au détriment de la main gauche, hein. Alors, vous allez me dire, très bien, monsieur Bousquier, c'est curieux, disons, c'est original, disons, enfin,
Mais bon, il y a quand même loin de la prééminence de la main droite dans les sociétés traditionnelles, hein, de la prééminence de la gauche dans les sociétés politiques. Hein. Eh bien, moi, je n'en suis pas sûr. Et je crois que ce qui fonde justement une lecture essentialiste du clivage droite-gauche, hein, c'est précisément ce basculement de la prééminence de la main droite, hein, qui est donc l'apanage et le privilège des sociétés traditionnelles, donc je le redis, organiques, communautaires, religieuses, hein, quand elle bascule sur un schéma et un mode politique individualiste, contractualiste, démocratique donc, il bascule dans une prééminence de la gauche en politique. Car il ne nous a pas échappé, et c'est la grande thèse d'un de nos grands historiens et d'un de nos grands critiques littéraires, Marcel Thibaudet, que le monde, depuis 2 siècles, c'est ce que disait Thibaudet, le monde penche à gauche. Hein. Et c'est ce que Thibaudet avait appelé, qui est un grand critique littéraire, radical socialiste, hein, mais qui n'avait aucune exclusive littéraire et qui lisait... tout le monde dans le champ littéraire, hein. C'est ce que Thibaudet appelait le sinistrisme. Hein. C'est-à-dire que depuis la Révolution, depuis les Lumières, le monde penche à gauche. Et d'ailleurs, toutes les idées nouvelles naissent à gauche depuis 2 siècles. Hein. Et c'est aussi la thèse de Thibaudet, c'est que quand le socialisme apparaît, eh bien, il reporte sur la droite les libéraux. Donc les libéraux deviennent une droite situationnelle. Hein. Quand le communisme apparaît, il repousse sur la droite, hein, c'est toujours Thibaudet, il repousse sur la droite le socialisme. Hein. Donc depuis 2 siècles, sinon 3 siècles, hein, la créativité, en tout cas les idées nouvelles, naissent à gauche, hein, non pas seulement à gauche, hein, mais naissent à la gauche de la gauche. Hein. Donc c'est la lecture que fait Thibaudet. Et il ne vous a pas échappé, même ceux d'entre vous qui se revendiquent de la gauche, hein, que la gauche est associée dans les mêmes termes que le clivage, le vieux dualisme donc traditionnel de la main gauche et de la main droite, hein, est associé à un idéal de générosité, de justice sociale. Hein. Et à contrario, la droite est dévalorisée, sinon démonisée, et associée à une forme d'étroitesse d'esprit, de peur, de repli sur soi. Enfin bref, on retrouve ce dualisme qui était constitutif de la pensée traditionnelle, on le retrouve dans le champ politique. Hein. Simplement, il a basculé de la droite, hein, prééminence de la main droite, à la gauche, prééminence de la politique à gauche. Hein. Et de fait, c'est un des traits de l'homme de droite. Vous connaissez peut-être le mot d'Alain. C'était la réponse à une enquête je crois, qui avait été faite par des gens d'Action française. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais toujours est-il qu'Alain va souvent répéter ce mot-là. Quand on demandait à Alain si la droite et la gauche étaient importantes, Alain en déduisait automatiquement que la personne qui posait cette question-là était une personne de droite. Hein. Et de fait, la droite a sous-investi le clivage droite-gauche. Il a été surinvesti surtout par la gauche. Hein. C'est la gauche, depuis la Révolution, qui a surinvesti ce clivage. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est toujours les mêmes termes de ce dualisme qu'on retrouve, sauf qu'il a changé de camp. Si elle a surinvesti ce clivage, c'est qu'elle a dressé un mur de séparation entre elle, la gauche, et le diable. Hein. Le diable présumé, la bêtise galonnée, le salaud sartrien. Enfin bref, il y avait Dr Hyde, Mr Hyde et Dr Jekyll. Hein. Et évidemment, Mr Hyde était plutôt la droite. Donc on retrouve les mêmes schémas de comment les qualifier, de diabolisation pour la droite, hein, et de valorisation, il y a des mots plus forts, pour la gauche. Hein. Donc pourquoi dans un cas, donc c'est toujours dans le cadre d'une lecture essentialiste, pourquoi dans un cas privilégier la latéralisation d'un côté, donc la main droite, hein, et dans l'autre la main gauche. Hein. C'est qui s'est passé au tournant à la croisée du XVIIIe et du XIXe siècle, hein, un basculement dans des sociétés démocratiques. Hein. Et on pourrait dire, alors évidemment les historiens vont s'arracher les cheveux puisque je me livre là à une lecture sauvage et anachronique du clivage, hein, puisque je le fais remonter dans des sociétés quasi primitives. Hein. Pour autant, je pense que ça structure l'imaginaire. Et vraiment, le point de rupture, la césure fondamentale, c'est 89. Hein. Et en 89, donc, on bascule de la prééminence. Donc rappelez-vous, quand j'évoquais la naissance du clivage droite-gauche, hein, les 2 ordres majeurs, donc le haut clergé et la haute noblesse, la noblesse, hein, se rangent naturellement à droite, hein, puisque dans le monde ancien, le monde des anciens régimes, pas le monde de l'ancien régime, le monde des anciens régimes, hein, c'est la prééminence de la droite qui l'emporte, hein, et des qualités qui lui sont associées, donc la noblesse, l'adresse, etc. Et en 89, il se produit un point de bascule. Hein. C'est-à-dire qu'on assiste à ce qui se passe de loin en loin en astronomie, c'est un renversement des pôles. Hein. Donc d'une polarité plutôt axée sur la main droite, on bascule à une polarité plutôt axée sur la pensée politique de gauche. Hein. Alors oui, quand on s'aventure sur ce terrain d'essentialisme, qui est un terrain un peu périlleux,
il faut malgré tout l'assumer et aller jusqu'au bout. Donc c'est ce que je vais essayer de vous proposer. De toutes les formules qui circulent sur ce qui est la droite et la gauche, il y a une formule d'André Frossard que Julliard cite aussi. André Frossard est l'ancien billettiste du Figaro. Au Figaro, il y a une quarantaine d'années, il y avait encore un petit billet de 10-15 lignes. C'est un juif converti au catholicisme, proche de Paul VI. Frossard avait le génie de la formule. Et il disait la chose suivante, et il me semble que ça pose très bien le cadre de la différence majeure entre la droite et la gauche. Et ce que Frossard disait, c'est que le malheur, c'est que la gauche ne croit pas au péché originel. Je vais y revenir. Et que la droite ne croit pas à la rédemption. En fait, il pose deux catégories, deux tempéraments plutôt, pardon. Un tempérament foncièrement pessimiste, qui fonde le réalisme sans illusion d'homme de droite, donc c'est-à-dire l'idée qu'il y a un péché originel. Et à contrario, la rédemption, donc c'est-à-dire qu'il y a un messianisme, c'est-à-dire qu'il y a une promesse révolutionnaire au fond. Et du reste, il y a récemment un livre de Jean-Louis Harouel, assez contestable, me semble-t-il, mais intéressant sur un point où il montre comment la pensée de gauche procède des vieux millénarismes chrétiens, enfin des grandes hérésies millénaristes chrétiennes. Le millénarisme, c'est l'idée qui s'appuie sur l'Apocalypse de Saint Jean. C'est l'idée qu'il va y avoir une seconde venue du Christ, et puis un millénium, un règne de félicité pendant 1000 ans. Mais au préalable, il faudra évidemment que les impurs soient châtiés, naturellement. Donc je trouve que ça pose assez bien la différence fondamentale entre la pensée de gauche et la pensée de droite. À droite prévaut cette idée que les faits sont supérieurs aux principes. Alors je me livre à une opposition schématique, je vous le concède, on en parlera peut-être après, et donc en fait d'une symétrie renversée, pardon. Donc l'idée que les faits prévalent, d'où ce réalisme sans illusion, sur les principes. Et il ne vous a pas échappé qu'à gauche, c'est souvent plutôt l'inverse, les principes prévalent sur les faits. Et c'est ce qui faisait dire à Goethe, le premier Goethe était romantique, mais le dernier classique, donc on peut, toujours en se livrant à un anachronisme historique, faire de dernier Goethe un homme de droite. Et Goethe préférait évidemment une injustice à un désordre. C'était un mot purifié, le premier Péguy. Et le premier Péguy disait une injustice est un désordre. Mais le premier Péguy était socialiste. Et étonnamment, le dernier Péguy préfère une injustice à un désordre. C'est-à-dire cet attachement à l'ordre caractérise, me semble-t-il, la pensée de droite, évidemment en partant du principe qu'il y a une droite en soi et une gauche en soi. Mais je crois que c'est le pari que nous pouvons faire, en tout cas que je fais, c'est qu'il y a tellement de dénominations communes entre les droites, il y a tellement de principes communs entre les droites, il y a tellement de dénominations communes entre les gauches et de principes communs entre les gauches, qu'on peut, je crois, basculer du pluriel vers le singulier, et donc parler de la droite et de parler de la gauche. À droite, il prévaut une idée qui me semble centrale, c'est la suprématie des communautés naturelles sur l'individu. Donc je reviens à l'ancien monde et à l'ancien régime et au nouveau régime. C'est-à-dire la primauté du tout sur les partis, et non pas des partis sur le tout. Dans un cas à droite, la société s'impose aux individus. Dans l'autre cas, à gauche, l'individu de l'individualisme, impose ses vues à la société. Dans un cas, on est débiteur. Donc dans la pensée traditionnelle, on est débiteur. C'est ce que Marcel Mauss, le grand Marcel Mauss que j'évoquais tout à l'heure de l'école française de sociologie, qui pourtant, cette école était très à gauche, Mauss disait toujours dans ses cours, on n'est jamais quitte. Voilà, l'homme traditionnel n'est jamais quitte. Il naît avec une dette, il doit la rembourser. Tandis que l'homme moderne, et quand je dis qu'il est de gauche, c'est que j'adhère à la lecture que fait Michéa, c'est que on a tendance à voir dans le libéralisme une école de pensée de droite, mais c'était une droite situationnelle, puisque je vous rappelle le mouvement que décrivait Thibaudet, qui fait que lorsque le socialisme apparaît, il déporte sur la droite le socialisme. Mais on assiste avec Macron et beaucoup d'autres, au contraire, peut-être que vous avez lu les travaux de Michéa, à une reconstitution historique du libéralisme culturel et économique aujourd'hui, et qui rallie sa famille d'origine, qui est donc l'esprit des Lumières, donc jusqu'au libéralisme, qui était une droite situationnelle et non pas une droite authentique, donc non pas la droite originelle en tout cas, regagne son domicile naturel. C'est pour ça que je parle de pensée de gauche.
Alors, je ne change pas des mots savants, pardonnez-moi, il y a un auteur, il y a un anthropologue et un grand historien, et historien des idées français qui est mort, Louis Dumont. Mais c'est pas lui qui a inventé ça, mais c'est lui qui a écrit les meilleurs travaux sur le sujet, spécialiste de l'Inde et spécialiste de l'Allemagne et de la France. Et il décrivait les sociétés traditionnelles comme des sociétés holistiques, donc de holos, le tout, l'ensemble, par opposition aux sociétés modernes qui sont des sociétés individualistes. Et il se trouve que là aussi, me semble-t-il, c'est-à-dire que dans les sociétés traditionnelles, tous les éléments du corps social sont solidaires et sont indivisibles. Dans la société moderne, donc, que Dumont appelait société individualiste, les éléments du corps social sont constitués seulement par l'individu et lui seul. Donc ils sont désunis et atomisés. Pardonnez-moi. Alors j'ai évoqué la question du péché originel. La question je crois qu'on se trompe à n'en faire qu'une lecture chrétienne de cette grille de lecture, le péché originel. Vous savez que ça structure vraiment l'imaginaire de droite, puisque c'est l'idée qu'il y a une forme de mal nichée au fond de l'homme. Mais vous le retrouvez chez Platon, en fait. C'est ce que dit Dumont, c'est que jamais le christianisme ne se serait installé en Europe s'il n'avait pas été préparé par les Grecs, en particulier Platon et les stoïciens. Platon dit les dieux ne sont pas responsables. Quand Platon dit les dieux ne sont pas responsables, il veut dire par là que c'est l'homme qui est responsable. C'est que le mal est niché dans le cœur de l'homme. Et c'est encore plus frappant chez les stoïciens. Les stoïciens ont été les premiers, au fond. On a beaucoup parlé de monachisme pour le christianisme, pour le bouddhisme aussi d'ailleurs, c'est-à-dire de ces moines qui partaient dans le désert, se réfugier pour prier et méditer, mais fondamentalement c'est au cœur du stoïcisme, parce qu'il y a beaucoup de stoïciens qui ont fait de la politique, donc on lit mal le stoïcisme, Sénèque, tout ça, on fait de la politique. Mais les stoïciens, le but des stoïcismes, c'était d'être des individus hors du monde. C'était d'apprendre à mourir comme le Bouddha, quoi. Comme le Bouddha, il découvre la vieillesse, la maladie et la mort. Et c'est le début pour lui de la révélation, du néant des choses, parce qu'il est bouddhiste. Mais donc tout ça pour dire que la question du péché original est très antérieure au baptême de Constantin ou au baptême de Clovis, ou au baptême des Européens. C'est qu'elle est inscrite, en tout cas chez les Grecs, en amont de la conversion de l'Europe au christianisme. Donc c'est au fond ce qui se pose, c'est la question du mal. Et cette question du mal aussi, moi, me semble centrale, c'est un pivot central pour discriminer le côté droit du côté gauche. C'est que vous vous rappelez du début du contrat social de Rousseau, livre à destinée phénoménale, en particulier sur la Révolution, mais pas que la Révolution. Rousseau est un des très rares auteurs, avec Saint-Augustin du reste, qui a dessiné 2 siècles à l'avance le monde qui allait venir. À mon sens, c'était un génie malade, mais un génie médiumnique, prophétique, qui avait une capacité à vivre 2 à 3 siècles par avance ce qui allait devenir. Et Rousseau invente la société victimaire, il l'invente dans le contrat social. Rousseau invente la société victimologie dans le contrat social. C'est que l'homme naît libre, l'homme est pur, et c'est la société qui le condamne au fer. Donc chez Rousseau, on assiste au basculement inverse. C'est qu'il récuse, il révoque l'hypothèse, que c'est une hypothèse anthropologique au fond. C'est comme ça qu'il faut voir le péché original. C'est une hypothèse qui structure et qui fonde les sociétés. Donc la droite et la gauche réagissent au fond, me semble-t-il, différemment face à la question du mal, à l'existence du mal. À gauche, on pense pouvoir l'extirper, ce qui peut légitimer parfois la violence. Mais à droite, en tout cas une pensée de droite authentique, donc une droite originelle, on a plutôt tendance à penser que la question du mal, le mal est indélogeable. Il est à la racine de l'homme. Et ce qui est frappant, comme je vous parlais de Rousseau, ce qui est frappant chez Rousseau, c'est qu'il croit défendre l'homme moral. Et c'est comme ça qu'il va être lu par ses contemporains, Rousseau, comme une créature morale. En fait, Rousseau, en déchargeant l'homme de toute responsabilité, parce que le responsable, c'est la société, il invente l'homme amoral, en fait. C'est-à-dire, en tout cas, l'homme irresponsable, l'homme qui n'a aucune responsabilité. Et dernier point, moi, qui me semble structurant dans ce clivage, toujours à la lumière de ce que je disais, le basculement de 89 entre la main droite et la pensée et la prévalence de la main droite et la prévalence de la gauche en politique, c'est la question du phénomène religieux.
Je crois que nous savons plus ce que c'est que la religion, que beaucoup de nous dans cette salle, en tout cas à Éléments, beaucoup d'entre nous avons épousé et rallié les thèses de Marcel Gauchet vous connaissez les thèses de Gauchet, ses principaux travaux, et depuis il les décline brillamment, hein, du reste, hein. L'idée que nous sommes sortis de religieux, que le christianisme est la religion de la sortie de la religion. Et en réalité, il ne fait que radicaliser, absolutiser une sociologie qui est celle de Max Weber, hein, qui est une sociologie de la rationalisation, du désenchantement, de la désaliénation, qui travaille l'histoire européenne depuis 2500 ans. Et c'est le pari que faisaient les révolutionnaires, du reste. Les révolutionnaires ont fait le pari que la révolution était un reliquat d'ancien temps. Ce que Marx va appeler l'aliénation. L'aliénation, chez Marx, elle est toujours religieuse, hein. C'est la fausse conscience, elle est toujours religieuse, hein. C'est l'opium du peuple, etc. On le retrouve fréquemment chez les libres penseurs, hein. Or, que se passe-t-il quand naît cette fameuse école française de sociologie, donc Durkheim, Mauss, et même Lévi-Bruhl, hein, qui est, je le répète, très intéressant. Eh bien, ils se heurtent, qui sont tous des progressistes, hein. Durkheim est un socialiste, hein, proche de Jaurès, hein. Marcel Mauss, la même chose, socialiste proche de Jaurès, hein. Mais malgré tout, ils découvrent une chose dans leurs travaux, c'est tous ces sociologues-là, c'est la permanence du religieux. Et ils ne se l'expliquent pas, cette permanence du religieux, parce que la révolution aurait dû faire sauter le religieux. Puisque, c'est ce que dit Kant, l'homme va rentrer dans l'âge de la maturité, il va quitter l'âge de l'enfance. L'âge de l'enfance, c'est l'âge des superstitions, de la religion, etc., de l'homme primitif, hein. Au fond, c'est ce que dit Lévi-Bruhl, c'est la pensée magique, hein. Sauf que Lévi-Bruhl ne s'est pas rendu compte que la pensée magique avait perduré. Mais Durkheim, Mauss et Robert Hertz, que je citais au début, vont se heurter à la permanence et à la persistance du religieux. Et Durkheim va en venir, alors évidemment c'est une lecture, pardonnez-moi les mots savants, mais vous me direz si j'essaye d'être clair, hein. Durkheim, qui était vraiment un progressiste et un jaurétien, Durkheim, hein. On est venu à dire, hein, donc, à faire une lecture fonctionnelle en fait, de la religion. C'est que ce qui est au fondement des sociétés, c'est le religieux. C'est le religieux qui fonde les sociétés, et c'est le religieux qui conjure par avance le spectre de dissolution des sociétés. Alors évidemment, c'est un usage instrumental, fonctionnel de la religion. Ça veut dire que pour Durkheim, hein, il y a une objection phénoménale à cette lecture purement mécanique au fond de la religion. Parce que la religion n'existerait que pour que nous soyons réunis ensemble, les uns avec les autres, hein, sans nous taper sauvagement dessus. Sans que des instincts prédateurs, hein, des uns et des autres nous entredétruisent, hein. C'est réduire la religion à peu de choses, au fond. Et l'objection la plus géniale contre cette thèse-là, pourtant elle me semble indépassable, c'est Hannah Arendt, hein. Ça n'est pas parce que, disait-elle, je me sers du talon de mes chaussures à aiguille, de ma chaussure, hein, pour enfoncer un clou, que la chaussure a été conçue pour enfoncer des clous. C'est pas parce que je me sers de la religion pour cimenter, au fond, la société, donc lui donner une cohérence, une consistance, hein, et l'inscrire dans la durée, que la religion n'est que cela. Pour autant, c'est ce que Durkheim, hein, homme de gauche, en est venu à dire et à conclure, hein. C'est que sans religieux, les sociétés se délient. Et Durkheim a inventé une catégorie sociologique qu'il appelait l'anomie. Et au fond, l'anomie, c'est toutes les formes de dépression sociale, quoi. C'est la perte du sentiment de la vie, c'est la perte des valeurs, hein. C'est bref, tous les maux qui nous affectent aujourd'hui, où il n'y a plus ce ciment religieux, ce ciment communautaire religieux. Et il me semble que dans la pensée de droite, donc d'une droite qui ne serait pas situationnelle, donc je le redis, pas libérale, etc., c'est au fondement de ce qu'on pourrait appeler une anthropologie de droite, hein. C'est l'idée, la conviction que les sociétés tiennent par le fait des communautaires. Donc dès que vous détricotez le fait communautaire et par le fait religieux, dès que vous détricotez le fait religieux, eh bien vous basculez de la prééminence de la main droite à la prééminence de la gauche en politique, hein. Alors j'ai parlé tout à l'heure, j'ai cité le fameux mot de Goethe, hein, et ce sera ma conclusion, où on pourra parler de Patrick Buisson, mais comme on avait convenu de nous aventurer sur ce terrain-là, qui est d'une autre nature, j'ai cité le mot de Goethe, hein, et que voulait faire Goethe quand il disait préférer une injustice à souffrir un désordre, hein. Et donc je le redis, qui horrifiait le premier pays. Eh bien, il voulait conjurer le spectre du désordre, du chaos, de ce qu'on appelle en thermodynamique l'entropie, c'est-à-dire le désordre croissant. Le désordre croissant, c'est la mort, en fait, hein. Et j'ai parlé du christianisme, je vais dire un mot sur les Grecs, hein. Que font les Grecs quand ils deviennent Grecs, il y a 2500 ans, 3000 ans? Ils révoquent, ils rejettent dans les ténèbres extérieures ce que les Grecs appelaient les titans. L'univers des titans, il y a un livre remarquable du frère de Junger sur les titans. Et pourquoi ils rejettent dans les ténèbres les titans? Parce que les titans sont
représentent des forces barbares, des forces sauvages, des forces souterraines. Et ils font advenir ce que les Grecs appellent le bel ordre du monde, c'est-à-dire le temps des hommes et des dieux, quoi. Alors évidemment, je me livre à un va-et-vient historique, quelque peu anachronique. Alors certes, on ne retrouvera pas l'innocence des Grecs, je vous l'accorde, donc ce sentiment épique de la vie qui les animait, mais pour autant il me semble que cette mentalité, l'état d'esprit des Grecs, peut fonder, en tout cas pour ce qui me concerne, une anthropologie de droite, et c'est quoi au fond, et d'un seul mot, c'est ce qu'on pourrait appeler un héroïsme tragique. Et il me semble que cet héroïsme tragique peut fonder un ethos, donc une mentalité d'homme de droite. Voilà, j'ai essayé de balayer un sujet qui est très glissant. J'en disconviens pas. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, ou si vous voulez que je vous parle de la droite buissonnière, mais c'est une autre thématique. Cela étant, la droite buissonnière repose sur cette idée qu'il y a une droite authentique, qu'il y a un socle de valeurs, il y a un socle de valeurs et de comportements, au fond, qui fondent une mentalité de droite. Alors chez Buisson, Buisson est très nourri on a dit qu'il était maurassien, il est nourri de Maurras, mais son père était Camelot du Roi. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, ou peut-être... Mais les Camelots du Roi étaient un petit peu l'élite du militantisme. C'était les grands militants de l'école d'Action française. Donc il a été nourri de cette mythologie-là, mais Maurras, c'est assez peu important. Ce qui est important chez lui, c'est les auteurs du catholicisme social. Et au fond, j'ai parlé de l'école française de sociologie, mais les premiers grands inventeurs de la sociologie, c'est Leplé, c'est tous les grands catholiques sociaux, c'est tous les grands légitimistes. Donc c'est de ça dont il est nourri, et c'est ce qui fait qu'il peut se retrouver, je vais le faire parler par ventriloquie, il n'est pas là, mais il m'arrive d'échanger avec lui, je crois qu'il pourrait se retrouver dans le fond de l'exposé que j'ai essayé de vous livrer un petit peu grossièrement, parce que c'est un sujet que j'explore depuis assez peu. Voilà. Merci à vous. Ouais.